Il avait appris à connaître le poids des choses avant d'en connaître la valeur. Assis dans l'obscurité relative de sa camionnette, au bord d'une rue qui sentait la friture et l'essence, Sébastien fit glisser la boucle de son bracelet en or et retira sa montre jusqu'alors invisible sous le poignet. La montre, une candeur de métal poli, sonnait comme un appel à une vie loin de là. Il la posa dans la boîte à gants, parmi des factures et des cartes professionnelles griffonnées. À sa place, il passa une vieille montre plastique à l'allure banale, le cadran un peu rayé, la patine d'un objet utilisé des années durant. Le geste fut simple et furtif. Pour lui, c'était une cérémonie. Autour de la camionnette, São Paulo continuait d'exister, klaxon lointain, radio d'une cantina diffusant une chanson qu'il n'écoutait pas vraiment, hommes accoudés à la vitrine d'un snack en train de rigoler. Il avait choisi ce parfum urbain pour se rappeler que la vie était faite d'instants modestes autant que d'assemblées fastueuses. Il avait choisi de se faire oublier volontairement. Pas par orgueil, mais par fatigue. Fatigue des regards qui se pesaient au son d'un nom de banque, des sourires qui mesuraient le compte en banque avant de mesurer l'homme. Il voulait voir autre chose. Il voulait sentir si l'empreinte qu'il laissait était humaine et non financière. Sébastien, 36 ans, dirigeait 3 entreprises dont les façades brillaient sous des panneaux néons et des vitrines vitrées. Il possédait des immeubles vides certains soirs, des bureaux que personne n'occupait au-delà de réunions convenues. Pourtant, ce soir-là, il se sentit plus honnête en volant une place pour sa camionnette sur un trottoir encombré que dans n'importe quelle salle de conseil. Il avait mis au point sa stratégie comme on prépare une expérience. Identité de chauffeur, langage du quotidien, anecdote de quartier, costume de modestie. Il y avait une règle qu'il ne prononçait jamais à haute voix, mais qui l'accompagnait dans chacune de ses sorties. Il ne dirait rien de sa richesse, il ne feindrait pas l'humilité pour manipuler, il jouerait le rôle du pauvre, mais sans humiliation. C'était un dispositif de filtrage, une épreuve qu'il se donnait pour découvrir si quelqu'un pouvait aimer ce qu'il était quand le décor matériel était effacé. Il ne s'agissait pas d'un jeu sans conséquence. De temps en temps, la culpabilité le mordait. Il se promettait que la sincérité viendrait tôt ou tard. Il se disait aussi que certaines vérités ne tiennent que quand elles sont testées. Mais chaque fois qu'il enfilait la montre plastique, il savait qu'il mentait. Et mentir, même pour une cause qu'il jugeait noble, avait un goût amer. La première fois qu'il la vit, ce fut par hasard, dans un petit bistrot qui ne promettait rien d'autre que des sandwichs chauds et un café noir servi dans des tasses fines et bréchées. Marcella tenait une place au fond, près d'une fenêtre où passaient des gens pressés. Elle avait les mains marquées par le travail, doigts hydratés mais robustes, ongles courts, un petit pansement discret au coin de son pouce. Ses cheveux, relevés en chignon désordonné, étaient tachés d'un reflet de teinture récente. Lorsqu'elle sourit, quelque chose dans ce sourire valait plus que n'importe quel adieu poli échangé dans un hall d'hôtel. Ils parlèrent d'abord de choses triviales, de la pluie qui rendait les routes glissantes, du goût du guarana servi au comptoir, de la difficulté de trouver un taxi en fin de soirée. Elle lui dit, sans emphase, que sa fille avait 6 ans et que chaque minute comptait. Elle le dit comme on énonce une période, comme on signale un fait essentiel. Sa fille était l'unique mesure de ses décisions. Quand elle prononça « ma fille », sa voix s'adoucit comme si l'évocation d'un nom allumait une lampe douce en elle. Il n'y eut pas d'étincelle spectaculaire. Leur premier rendez-vous fut surtout un transfert de petites confidences, livrées avec une pudeur sincère. Il remarqua qu'elle évitait de parler d'argent l'air de rien, comme si parler argent pouvait transformer des amitiés en transactions. Elle racontait des histoires de clients, des couples qui avaient mal tourné, un matin où le voisin avait laissé un paquet de pain sur la porte. Quand elle parla de Maria, ses yeux s'emplirent d'un mélange de fatigue et de fierté que Sébastien ne sut décrypter immédiatement. Il ressentit néanmoins un déplacement intérieur. La forme rigide de ses routines se plia sans que l'on sache pourquoi. Après ce premier rendez-vous, quand il rentra à sa camionnette, il resta immobile quelques minutes, le cœur plus léger d'un poids imperceptible. Le plan d'origine, testé, filtré,
criait, commençait à devenir autre chose. Pour la première fois, il surprit une couleur nouvelle dans le tableau qu'il avait dressé autour de lui, la possibilité d'une dépendance affective et la conséquence immédiate, la peur de perdre. Si cette histoire vous touche, likez la vidéo et abonnez-vous pour soutenir des récits qui valorisent l'honnêteté. Les jours suivants se suscitèrent comme des petites pièces d'un théâtre modeste. Ils convinrent de se retrouver au parc d'Ibirapuera un dimanche matin. Le parc, immense cathédrale de verdure au cœur de la ville, offrait leur intimité à ciel ouvert. Pistes de jogging, bébés en poussette, vendeurs de maths et de pastels. Marcela arriva avec Maria, une petite fille aux cheveux bouclés, grands yeux curieux et une tignasse décoiffée par le vent. Elle tenait à la main un dessin que son institutrice lui avait demandé de faire, 3 silhouettes coloriées à la hâte, bras tendus, un soleil approximatif dans un coin. Maria posa le dessin sur les genoux de Sébastien comme si elle lui faisait un don sacré. Ce dessin, 3 figures, allait devenir tout au long de leur histoire un témoin muet de ce qu'ils construisaient. Leur relation s'installa dans des gestes simples. Il lui apprit à préparer un bon sandwich chaud au goût de torrada légèrement brûlé. Elle lui fit découvrir la joie d'un guarana partagé à la sortie du salon de coiffure. Il l'accompagna une fois pour aider à ranger des chaises, après que des clientes aient quitté le petit local où elle travaillait, un espace tapissé de miroirs et de néons fatigués. Il se souvint de la première fois où il aida Maria à faire ses devoirs de mathématiques. La fille comptait sur ses doigts, concentrée, et il s'efforça de simplifier une soustraction en inventant un petit jeu. Ce fut ridicule et pourtant parfait. La petite leva les yeux vers lui en souriant, et dans cette lumière simple, il sentit sa solitude se fissurer. Leur conversation, parfois, glissait vers le sérieux, sans alourdir l'air. Marcela parlait de rêves modestes. Ouvrir un salon qui serait à la fois un refuge et un espace pour les jeunes apprentis du quartier. Un lieu où une mère pourrait laisser son enfant quelques heures, sans culpabilité. Elle refusait parfois des propositions qui, bien que rémunératrices, l'auraient forcée à sacrifier du temps avec Maria. Une offre qui exige trop de déplacements, une proposition de travail nocturne qui aurait laissé Maria seule au soir. Elle la déclina sans hésiter. « Ma fille n'a qu'une enfance », dit-elle une fois, d'une voix qui n'admettait pas la négociation. Ce refus n'était pas une posture théâtrale, c'était une ligne tracée dans le monde, une priorité qui donnait corps à ses choix. Sébastien l'écoutait, souvent muet, frappé par la clarté de ses décisions. Chez lui, les frontières avaient été plus volatiles, sujettes au compromis. Rente, investissement, stratégie. Voir quelqu'un qui refusait le compromis au bénéfice de la tendresse le tourna en introspection. Qui avait-il été quand il avait 8 ans? Se rappelait-il d'un jeu inventé, d'un père qui lisait des histoires? Il sentit croître une honte douce et profonde. Il testait la sincérité des autres en dissimulant la sienne. Il n'était pas aveugle aux injustices du monde. Il voyait la beauté d'une vie simple autant qu'il mesurait la fragilité de ceux qui la menaient. Il craignait que sa supercherie n'effrite l'intégrité du lien qu'il formait. Les moments de tendresse qu'il vivait avec Marcela et Maria étaient pour lui analogues à des chéros, arômes, qu'on ne saurait récupérer en trompant la source. Chaque rire de Maria était un rappel que l'enfance avait peu de place pour le mensonge. Petits rituels parsèment leur temps partagé. Le matin, il passe parfois chez Dona Conceição, une voisine qui garde occasionnellement Maria quand Marcela doit travailler tard. Dona Conceição est une femme comme il en existe beaucoup, solide, bavarde, portée par un sens aigu de communauté. Elle remet une boîte de biscuits, raconte des nouvelles de la rue, surveille de loin, comme une sentinelle bienveillante. Elle observe Sébastien avec une méfiance douce. Elle n'aime pas facilement les hommes qui semblent trop parfaits pour être vrais. Mais lorsqu'elle voit la patience de l'homme avec Maria, elle lui sourit comme on bénit un geste honnête. Les moments de complicité ne tardèrent pas à prendre une forme presque rituelle. Un après-midi, après avoir aidé Marcela au rangement du salon, ils s'assirent sur un banc face à un stand qui vendait tournesol. Les fleurs,
grandes et jaunes, étaient posées dans une seau en plastique, leurs pétales crissant sous le vent. Sébastien en acheta 2 tiges. Il offrit la première à Maria, qui la tint comme un trésor. La seconde à Marcella. Le geste n'avait rien d'un plan. C'était un aveu muet, une promesse implicite qu'il pouvait encore apprécier la beauté sans la vouloir posséder. Pourtant, le mensonge rôdait comme une ombre. À chaque sourire échangé, à chaque dessin de Maria que l'on plaçait sur le frigo du petit appartement où Marcella habitait, Sébastien sentait la pression du mensonge se resserrer. Il refoulait certaines pensées, et si un jour elle découvrait la vérité et partait, et si la découverte brisait non seulement leur relation, mais l'équilibre précaire de la petite famille. Les cauchemars qu'il fit étaient peuplés d'un détail récurrent. Maria lui ôtant un jouet, le regard dur comme si elle avait été trahie. La duplicité n'était pas anodine. Il se rendait compte que jouer aux pauvres demandait plus que de simples artifices. Cela impliquait de se défaire d'habitudes, de langage, de réflexes d'hommes riches. Lorsqu'un ami de longue date, Ricardo, vint le voir un soir pour lui proposer de dîner dans un restaurant huppé de Villa Maddalena, Sébastien déclina, sans donner de raison. Ricardo, qui connaît sa fragilité, eut la franchise d'être direct. « Tu fais ça pourquoi? Tu veux punir qui ?» Ricardo avait été avec lui depuis les premières entreprises, la voix raisonnable qu'il gardait pour la vérité. Sébastien répondit par un haussement d'épaule et un non-verbal défini. Il n'était pas certain qu'il cherchait à punir quelqu'un. Peut-être cherchait-il à se sauver lui-même. Le piège de son mensonge ne se révéla pas immédiatement. Pendant des semaines, la relation suivit une courbe douce. Il était un homme disponible, Dieu sait qu'il l'était, mais sans l'ombre d'un portefeuille imposant. Il payait des cafés modestes, préférait des promenades longues plutôt que des repas coûteux, et ses choix le changeaient. L'économie quotidienne le scotcha à des réalités plus fines. Recevoir un dessin, le placer sur la table de nuit, lire une histoire le soir à Maria en improvisant les voix, écouter Marcella parler de ses rêves de salon. Ces instants de pauvreté choisis lui donnèrent un appétit qu'aucune table lombarde n'avait jamais suscité. Mais la conscience resta là, vigilante. Une nuit, seul dans un appartement qui lui appartenait réellement, entouré d'œuvres d'art et d'un silence qui coûtait cher, il revit une scène. Marcella qui ramène Maria du parc, les pieds nus sur le trottoir encore chaud, les rires qui se répandaient comme des confettis. Dans ce décor national, sa vie paraissait double. Dans un monde, il était celui qui pouvait payer des écoles privées, des vacances, une sécurité matérielle. Dans l'autre, il était l'homme qui partageait des mistos et des guaranas. Il commençait à comprendre que l'écart entre ces deux vies n'était pas seulement matériel, c'était éthique. Il se demandait combien de temps il pourrait faire tenir sur ses épaules cette façade sans provoquer un effondrement. Le premier vrai malaise survint le soir où Marcella parla d'un ancien prétendant, Roberto. Ce nom, prononcé sans haine mais avec une lassitude usée, fit remonter à la surface un flot d'émotions qui bousculèrent Sébastien. Marcella racontait l'histoire comme on dépose un caillou dans une rivière. Elle jeta quelques détails, sans insister sur la douleur, mais suffisants pour peindre le paysage. Roberto était riche, charmant en public, attentif quand il y avait des fêtes et des occasions. Mais il avait donné l'impression que Marcella ferait mieux de s'effacer, que l'enfant était un objet gênant dans ses soirées. Un soir, lors d'un dîner somptueux, il avait fait une remarque qui ne se voulait pas méchante, mais qui disait tout. « Les enfants, c'est du bruit, ça gâche tout. » Marcella sourit lorsqu'elle récitait cette phrase, une pointe d'amertume dans sa main. Elle avait choisi de partir plutôt que d'accepter une richesse attachée à des conditions qu'elle jugeait inacceptables. « Je préfère une cuisine modeste et une enfance complète pour ma fille, » dit-elle. Elle n'en fit pas un acte héroïque, ce fut un choix raisonné. L'histoire de Roberto laissa Sébastien sans voix. Sa propre supercherie, pensée à l'origine comme un moyen d'authentifier l'amour, paraissait soudain cruellement mal placée. S'il se révélait, il risquait non seulement de détruire leur liaison, mais de rappeler à Marcella toutes ces paroles blessantes prononcées par d'autres.
Il voyait déjà le parallèle, un homme brillant de richesse qui, consciemment ou non, traitait l'enfant comme un obstacle. La révélation du passé de Marcella devint pour lui un miroir. Son cœur pesa une seconde plus fort que d'habitude. Il avait construit un stratagème pour éviter d'être vu comme un homme riche. En agissant ainsi, il reproduisait sans le vouloir la même dynamique, mettre la vérité hors contexte jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus à la vérité. Il commença alors à reculer certains gestes, non par prudence, mais par panique. Il évitait les sujets délicats, modifiait légèrement son langage, choisissait ses réponses avec une précision mesquine, redoutant qu'une phrase mal placée ne fasse s'effondrer tout ce qu'il avait gagné. Pourtant, il était incapable de rester passif. Il se surprit à vouloir être meilleur que la personne qu'il était, à tenter d'anticiper les blessures au lieu de les provoquer. Cela le rendait maladroit. Une après-midi, il se rendit au marché municipal pour acheter des crayons et du papier pour Maria, un prétexte simple et généreux. Il repartit avec un sac de matériel, des couleurs vives, des ciseaux, un petit bloc-notes. Maria reçut le paquet comme si c'était Noël. Elle s'installa immédiatement à la petite table du salon et dessina encore et encore. 3 figures, encore, un soleil approximatif. Chaque trait de crayon semblait consolider un peu plus la place qu'elle occupait dans ce foyer naissant. Dans son monde intérieur, la superposition des deux identités devenait difficile à tenir. Il se montrait désormais dissonant, un geste généreux ponctué d'un silence sur sa vraie personne. Les nuits furent longues. Il restait souvent immobile, à fixer le plafond d'un de ses appartements, à se demander jusqu'où la vérité pouvait aller, et s'il avait le droit de la dissimuler simplement parce qu'il désirait tester la sincérité des autres. L'ombre de la culpabilité grandissait de jour en jour. Un soir, après un repas frugal partagé sur la table rabattable du petit appartement de Marcella, il sentit l'évidence. Il devait tenir sa promesse. Promettre la vérité ou rompre avec ce qu'il construisait. Mais la peur de perdre la tendresse de Maria, la douceur de Marcella, l'idée de voir leurs regards se fermer à jamais l'empêchait de confesser. Il tenta alors de compenser. Petit geste, acte concret qui parlait plus fort que ses mots. Il s'arrangea pour aider financièrement sans ostentation, payer discrètement certaines factures du salon, réparer le vieux vélo de Maria avec un mécanicien de confiance, mais toujours dans l'ombre. Il avait appris à maîtriser l'art de la discrétion financière. Ce double langage, des preuves d'engagement sans la transparence, fit naître une tension nouvelle. Il reconstruisait la confiance sur des bases cachées, et la moralité de cet acte le rongeait. Plus il donnait, plus il craignait que l'appareil de mensonge vacille. L'amour qu'il développait n'était pas une simple affaire de confort. Il était quelque chose qui exigeait de l'honnêteté, et lui avait choisi l'illusion. La ville continuait à bruisser autour d'eux. Une nuit, sous les lampadaires jaunes de Villa Maddalena, il s'arrêta devant une vitrine où brûlaient des lampes et des cadres. Il pensa aux rendez-vous passés, aux tasses de café consommées dans des lieux différents, aux femmes qui lui avaient souri parce qu'il répondait à un profil précis. Il pensa aussi à Marcella, à son refus catégorique des offres qui l'auraient éloigné de Maria. Cette juxtaposition l'ébranla. Sa stratégie de filtre, cet instrument qu'il s'était donné pour trouver une vérité, commençait à ressembler à une trahison de la vérité même. La première rupture se dessina quand il décida d'appeler Ricardo. « Il faut que je te dise quelque chose », dit-il simplement. Ricardo, prudent, ne posa pas de questions. « Dis », répondit-il. Sébastien hésita, chercha des mots. Il n'avait pas encore confessé à Marcella. Il n'avait ni plan précis, ni calendrier moral. Il commença à expliquer ses doutes à voix basse, juste assez pour que l'autre entende. Ricardo écouta, gardant la voix mate d'un homme qui sait qu'on ne conseille pas la bonté. « Tu vas lui dire, hein ?» demanda Ricardo. « Oui », souffla Sébastien, trop conscient qu'un « oui » n'était pas un calendrier. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensité nouvelle. Il préparait mentalement l'aveu et, en secret, cherchait les façons de réparer au cas où. Il acheta un petit bouquet de tournesol, celui qu'il avait déjà offert par un après-midi au parc,
et le laissa sans signature sur la table de la kitchenette. La fleur était une promesse simple, jaune, humble, reconnaissable. Il laissa aussi un paquet de crayons de couleur et un carnet de dessins pour Maria. Ces présents étaient ses premiers pas vers une transparence qu'il n'avait pas encore osé prononcer avec la bouche. Le moment où il choisit de parler approchait. Il se surprit à énoncer dans sa tête la manière la plus honnête possible d'ouvrir la conversation. Devant le miroir de sa camionnette, il répéta des phrases, essayant d'alléger la douleur qu'il anticipait. Mais le cœur humain, pensa-t-il, ne se régule pas à l'aide d'un scénario. La véritable épreuve, il le savait maintenant, n'était pas de faire tomber le masque. C'était d'accepter les conséquences du regard d'autrui, quelles qu'elles soient. La tension grandissait. Il se surprit à surveiller son téléphone, à imaginer des issues, ouvertes et fermées. Un soir, alors qu'il s'attardait plus longtemps que d'habitude à la terrasse d'une cantina, il vit Marcella entrer avec Maria, et tout son courage revint. Il se leva, marcha vers elle avec la décision collée au fond de la gorge. Il s'assit, prit la main de Marcella. Maria, occupée à colorier, leva les yeux et sourit comme si rien ne pouvait subvertir la paix. Sébastien sentit l'instant comme une bascule. Il aurait pu choisir de partir, de garder la stratégie intacte, où il pouvait enfin libérer la vérité. Sa main trembla légèrement en sortant le téléphone. Le texte qu'il avait rédigé sur le chemin, une confession sobre, sans justification, un aveu rendu honnête par le désir de réparer, resta dans l'écran, inachevé. Le murmure de la rue, la lumière jaune des lampadaires, les rires étouffés aux tables voisines faisaient une nappe sonore qui rendait la chose presque impossible à dire. Et ce fut ici, à la lisière d'une vérité à dire, que le présent se figea. Il sentit que tout pouvait basculer. Le mensonge, si bien agencé, avait pris racine. La révélation pouvait déraciner la petite famille qu'il avait commencé à aimer. Sébastien posa le téléphone sur la table, rasa du regard le visage de Marcella et l'expression paisible de Maria qui, sans le savoir, tenait entre ses doigts l'un des premiers éléments qui l'unirait à eux, ce dessin aux 3 silhouettes. Il prit une respiration lente, et pour la première fois depuis qu'il avait enfilé la montre plastique, il se sentit déchiré entre le devoir d'être enfin vrai et la peur de tout perdre. Le monde attendit, profond et silencieux, alors qu'il cherchait le mot qui refermerait la parenthèse. Il la regarda partir, avant même d'avoir prononcé le mot qui l'obsédait. Quand la porte de la cantina se referma derrière elle, la table sembla plus petite, comme si la vérité, enfin née, avait emporté une part d'air. Maria, absorbée par un coin de coloriage, leva les yeux un instant, puis replongea dans son monde de crayons. Sébastien resta immobile, la main encore tiède contre le bois de la table, comme si la chaleur pouvait le retenir. Il n'y eut pas d'explosion, il n'y eut pas non plus de réplique dramatique. Il y eut un silence long, plein d'une gravité simple. Il marcha jusqu'à sa camionnette sans savoir exactement pourquoi il faisait chaque geste. Les rues de Sao Paulo semblaient plus claires que d'habitude. L'air portait l'odeur de pain fraîchement découpé et de guarana, un mélange banal et familier qui, ce soir-là, lui fit l'effet d'un secours. Il s'assit au volant et regarda la montre plastique qu'il avait au poignet. Il la retira lentement et la posa sur le tableau de bord. À côté, dans la boîte à gants, la montre vraie attendait, inerte, comme un jugement. Il était venu pour dire la vérité, et quand elle avait fui, l'aveu resta suspendu dans le vide. Il avait l'impression d'avoir laissé en plan la seule personne capable de le faire briller autrement que par des chiffres. Les jours qui suivirent se modelèrent sur une sécheresse volontaire. Il envoya un message, sobre, sans justification, un aveu sec. « Je t'ai menti, je suis celui que j'ai voulu cacher. Je suis désolé. » Le message resta sans réponse. Il attendit des sonneries, ressassant chaque mot, mais le téléphone resta muet. Il envoya un second message, puis un troisième, moins pressant, proposant de parler quand elle serait prête. Rien. Il laissa finalement tout en suspens, comme on laisse mariner une décision mûre. Il respecta le silence imposé. Respecter, désormais, devait être son premier geste de réparation. Mais respecter ne signifiait pas s'éclipser.
S'il avait un reproche à se faire, c'était d'avoir cru que l'amour pouvait se jauger sans conséquence. La culpabilité n'était pas une plainte, elle était une énergie qui le poussait à agir autrement. Il se rapprocha de Ricardo, cherchant la franchise d'un ami. Ricardo l'accueillit sans fioriture, le regardant comme on regarde un homme qui a trébuché en pleine lumière. « Tu as brisé quelque chose de fragile, » dit-il. « Tu peux supplier, promettre, donner, mais la confiance se reconstruit à coups d'actes honnêtes, pas de déclarations. » Ces mots, durs et réalistes, ne l'épargnèrent pas, mais lui donnèrent une carte. Agir selon la transparence. Ricardo devint le premier témoin de ses efforts réels, pas pour acheter le pardon, mais pour le mériter. Il commença par ce que Marcella lui avait défini sans l'avoir su, la sécurité et l'autonomie. Il se présenta un matin chez elle, prenant soin de prévenir par un mot glissé chez Dona Conceição. Il frappa à la porte, portant un petit paquet de crayons déjà offerts, et à côté un autre plus discret, des documents, simples, clairs, un projet. Il ne voulait plus agir dans l'ombre. La porte s'ouvrit sur la réserve silencieuse de Marcella. Elle le laissa entrer, mais l'air restait froid, mesuré. Il posa le dossier sur la table et parla sans drame superflu. Il n'y eut ni supplique ni ton grandiloquent. Il expliqua qu'il souhaitait aider, mais sous conditions strictes et publiques, un apport financier formalisé pour la transformation du salon, avec un contrat clair qui reconnaîtrait la propriété et la gestion à Marcella. Aucune décision imposée. Une clause qui garantirait l'emploi d'apprentis du quartier. Un calendrier. Et surtout, une promesse écrite qu'il accepterait tout refus. Il apporta des justificatifs bancaires, une proposition de prêt à taux symbolique, mais surtout, il signa un engagement de transparence totale. Il posa sa carte de visite professionnelle sur la table, l'œil droit et franc, comme pour dire « Voilà qui je suis. Regardez ». Marcella lut les pages avec la même attention qu'elle réservait à un mode d'emploi. Elle leva les yeux, mesura la personne en face. Elle savait ce qu'était l'argent quand il impose des conditions. Elle ne souhaitait pas d'un parrainage déguisé en salut. La conversation fut sèche, parfois tranchante, mais jamais humiliante. Elle posa des questions pratiques. Qui contrôlerait les achats? Combien d'heures serait-il présent sous le prétexte d'un soutien? Et puis, une question essentielle, presque enfantine dans sa brutalité. Si Maria n'est pas d'accord, tu acceptes? Sébastien sentit son cœur se compresser. Il répondit sans hésiter. Oui, si Maria préfère que je parte, je partirai. Elle eut un sourire sans bonté mais digne. Alors tu comprends déjà quelque chose. Les conditions de Marcella furent posées avec une fermeté sereine. Pas d'ingérence, aucune mise en scène publique de sa générosité, un contrat écrit et, plus que tout, le droit pour Maria d'avoir sa voix. Elle voulait du temps et non un réaménagement express de sa vie. Elle voulait voir les gestes répétés. Elle voulait surtout que la dette affective ne soit compensée ni par des cadeaux, ni par un fonctionnement paternaliste. « Ma fille n'a qu'une enfance », répéta-t-elle, yeux droits, comme si cela pouvait repousser toute manipulation. Le geste fut accepté. Pas la réconciliation instantanée, mais une fenêtre. Ils signèrent des documents chez un avocat ami de Ricardo, une convention claire. Sébastien accepta de laisser la gestion courante au nom de Marcella. Il s'engagea à financer les travaux, mais sans figurer comme propriétaire unique. Le contrat précisa également un mécanisme de reddition de comptes trimestriel et une clause qui permettait à Marcella de rompre tout partenariat si elle percevait la moindre volonté de contrôle. Tout cela n'effaçait pas le mensonge initial, mais créait un cadre où la vérité pouvait croître en actes. Maria fut consultée, comme promis. La première fois qu'on lui parla du projet, on lui avait apporté un carnet et des crayons. On lui expliqua que le salon serait un lieu plus grand, où elle pourrait parfois peindre, où des enfants du quartier pourraient venir. On lui proposa de dessiner la façade. Elle prit la mission très au sérieux. Elle dessina 3 figures, encore, avec un soleil haut et un banc devant la porte. À la base du dessin, elle écrivit, dans son écriture naissante, le mot « maison ».
Quand elle rendit le dessin à sa mère, Marcella le regarda longtemps. Ce petit acte, que d'aucuns auraient trouvé anecdotique, fut l'un des premiers éléments tangibles de la réparation. La parole de l'enfant avait été demandée et entendue. Les mois qui suivirent furent un travail patient. Les murs du salon furent refaits lentement, en plusieurs tranches, pour respecter le rythme de Marcella. On choisit ensemble les couleurs, des tons chauds, un mélange de jaune doux et de bleu gris. Sébastien passa des après-midi à porter des sacs de ciment, maladroits, la manchette d'un sweat empreinte de poussière, gestes humbles qui, davantage que des chèques, parlèrent d'une implication réelle. Il apprit à manier des outils basiques, à tenir un pinceau sans prétention. Parfois, il resta sur le seuil pour laisser Marcella décider de la disposition des miroirs, songeant qu'il changerait de rôle au lieu de revendiquer le sien. Donna Conceição, à l'affût de tout, observait avec une prudence bienveillante. Elle apportait parfois des gâteaux, parfois des mots. Les hommes qui veulent réparer, il faut les regarder au travail, disait-elle en serviette sur l'épaule. Elle surveillait aussi Maria, qui se prenait au jeu de la petite entrepreneuse. Lorsqu'un après-midi quelqu'un posa la question de savoir qui aurait la priorité pour les coupes le samedi matin, Maria, avec une assurance surprenante, proposa d'organiser un petit atelier pour les enfants. La proposition fut acceptée et le salon gagna une nouvelle vie. Ce ne fut pas seulement un commerce, mais un point d'ancrage pour le voisinage. Les jours où le doute revenait, où la peur d'avoir perdu la vraie tendresse le reprenait, il faisait des choses encore plus simples. Il s'assit pour apprendre à réparer un sèche-cheveux, il alla chercher des pièces pour la chaise du salon, il prit des cours de technique capillaire basique pour accompagner les apprentis. Toutes ces actions, répétées, devinrent un langage nouveau. Il réapprit la patience d'un homme qui ne commande plus par la voix, mais par le geste. Ricardo continua d'être là, discret, parfois en retrait, parfois en conseil. « Tu ne rachètes pas le passé », lui disait-il, « tu construis l'avenir. Laisse le temps faire son travail. » Le passé, pourtant, n'était jamais loin. Roberto, le vieil enjeu, regarderait toujours d'un coin l'histoire en cours. Il n'apparut pas immédiatement, mais un soir qu'on inaugurait une petite fête informelle pour célébrer la fin des travaux, il se présenta par hasard. Un visiteur dans le quartier, un souvenir qui n'avait rien d'un hasard. Il était poli, mesuré et à l'écart. Il semblait aimer le confort, mais il avait appris, peut-être, que la vie n'est pas seulement un théâtre d'opulence. Leur échange fut cordial, sans faux-semblant. Roberto fit une remarque sur la transformation du salon, complimenta le choix des couleurs. Il ne fit pas de proposition déplacée. Il n'insista pas à retrouver une place qu'il n'avait jamais su tenir. Sa présence n'apporta ni menace dramatique, ni concours de séduction. Elle fit simplement office de test silencieux pour Marcella, un rappel que le monde offre toujours plusieurs portes. Elle regarda Roberto, puis observa sa fille rire au milieu des nouveaux chaises. Son choix demeura ferme. Parfois, la meilleure preuve de liberté est de voir l'ancien prétendant faire le chemin inverse, sans succès forcé. La reconstruction affective inclut aussi des conversations longues et nécessaires. Il y eut des soirées où ils parlèrent de leur peur, de la honte de Marcella, de la manière dont la société juge une mère célibataire. Sébastien écouta sans se défendre. Il n'attendit pas qu'on le console, il accepta plutôt d'être tenu responsable, de reconnaître le mal causé et de lui donner une forme pratique. Il évoqua son mécanisme de test, la chose qui l'avait poussé à se travestir en pauvreté, non pas pour se disculper, mais pour expliquer la racine d'une erreur. Il n'y eut pas d'applaudissements, il y eut des regards mesurés et parfois des larmes retenues. Marcella ne confia pas d'emblée tout ce qu'elle ressentait. Elle gardait des digues qu'il devait apprendre à respecter. Maria, de son côté, évolua à sa manière. Elle fut tour à tour curieuse, distante, puis affectueuse, puis méfiante. Sa colère ne prit pas l'allure d'un théâtre. Elle était ponctuelle, naïve parfois, mais lucide à sa façon. Un soir, alors qu'il l'aidait à attacher ses lacets, elle murmura « Tu as menti, non ?» Il hocha la tête, les yeux lourds d'un poids d'homme qui a appris sa leçon. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simple. « Parce que j'avais peur, »
répondit-il. Ce n'était pas une excuse, seulement une vérité dite à un enfant. Maria resta silencieuse, puis se tourna vers son dessin posé sur la table. Elle prit un crayon et sur l'une des figures ajouta une petite étoile. Ce geste improvisé sembla suffire comme début d'un dialogue. L'enfant avait posé un point. La réparation se faisait aussi dans ces micro-gestes, dans ces reliques de confiance que l'on s'autorise à laisser. Il y eut des rechutes. Un mois, quelqu'un fit une remarque dans la rue, insinuant que le salon était désormais soutenu par un mécène riche. Une voisine, sans malice, fit courir la rumeur. Les anciens clients se demandèrent. Marcella prit alors une décision qui imposa une transparence publique. Elle organisa une après-midi portes ouvertes, expliqua à voix haute le mécanisme de partenariat et présenta la convention signée. Elle parla des clauses, de l'autonomie, du rôle des apprentis. La communauté, qui n'aimait pas la clandestinité, trouva dans cette transparence un motif de confiance. Le geste fut lourd de sens. La vérité exposée au grand jour n'était plus une humiliation, mais un engagement assumé. Sébastien apprit aussi à vivre sans l'illusion d'un pardon immédiat. Il accepta les jours froids où Marcella semblait distante, il accepta les questions tranchantes posées par Maria. « Est-ce que tu vas encore mentir ?» Il répondit « encore et encore » par la répétition d'actes simples. Il installa sur la petite étagère du salon un pot de tournesol, pas pour éblouir, mais pour rappeler un souvenir. Ce geste qu'il avait fait, maladroitement, au début. Les tournesols devinrent un motif de convivialité. Il en apportait parfois pour la voisine, pour l'atelier des enfants, pour célébrer un nouveau contrat avec un fournisseur local. Ils devinrent l'un des symboles d'un effort patient. La vie quotidienne finit par tisser des fils que les mots n'auraient pu lier. Il y eut des matins où ils prirent un misto chaud avant l'ouverture du salon. Il y eut des soirées où il lut une histoire à Maria en faisant les voix. Il y eut des disputes ménagères sur la façon de ranger des serviettes. Tout cela, banal et fragile, formait la matière d'une reconstruction. L'ennui des jours sans grandiloquence devint leur allié. On y trouva la vérité. On ne reconstruit pas un lien par des gestes spectaculaires, mais par la persistance dans l'ordinaire. Le tournant final vint 1 an après la première rencontre, non pas avec un éclat, mais avec une après-midi au parc. L'automne était là, la lumière avait cette douceur dorée des heures longues. Ils s'assirent sur un banc au même endroit où, des mois plus tôt, Maria avait tendu son dessin. Cette fois, Maria courait autour d'eux, riant avec d'autres enfants, son sac de crayon pendu au dos. Le salon venait d'ouvrir officiellement. Ce n'était pas un grand événement, juste une fête modeste avec voisins, amis et quelques clients en plus. Les apprentis faisaient des démonstrations discrètes, tandis que la musique se mêlait au cliquetis des tasses. Sébastien avait préparé sa parole longtemps. Il avait répété puis abandonné la répétition pour ne pas paraître mécanique. Il tenait à ses mains la montre véritable, silencieuse, nettoyée, à la lueur du soleil. Il avait décidé de ne pas l'utiliser comme symbole de rachat. Il savait que les objets ne guérissent rien en eux-mêmes. La montre, cependant, était pour lui un témoin de sa transformation. Il avait cessé de la cacher pour en faire une preuve. Il l'apporta plutôt comme une confession d'homme. Il chercha le regard de Marcella, qui était assise, attentive mais réservée. Maria vint s'asseoir sur ses genoux, sans savoir encore ce qui allait suivre. Il parla sans théâtralité. Il n'énonça pas de grandes promesses nouvelles, pas de discours creux. Il redit l'essentiel, qu'il avait menti, qu'il acceptait la peine infligée, qu'il avait appris par l'action la valeur du mot « respect ». Il expliqua les mois passés, non pour s'absoudre, mais pour montrer qu'il comprenait désormais comment aimer. Pas comme un consommateur d'affection, mais comme un partenaire qui partage les décisions. Puis, doucement, sans fanfare, il posa la montre sur la table, à côté du dessin de Maria, et demanda, en parlant à Marcella, mais aussi à Maria, si elles accepteraient de croire, lentement, en cette nouvelle vie construite ensemble. « Je veux être présent, entièrement présent, dit-il. Pas comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui apprend à faire sa part. » Marcella garda le silence un long moment. Elle regarda la montre,
puis le dessin, puis la petite main de sa fille qui tournait une page. Elle se leva, prit la montre, et la tendit, sans ironie, vers Sébastien. Il crut un instant que c'était un refus. Mais elle posa la montre dans sa propre paume, la regarda, puis la rendit. « Garde-la, dit-elle enfin d'une voix mesurée. Mais sache que l'important n'est pas l'objet. L'important, c'est ce que tu feras quand personne ne regarde. » Ensuite, dans un geste qui fut à la fois intime et public, elle s'approcha de lui. Elle posa sa main sur la sienne, puis celle de Maria vint se poser, troisième et petite, sur leurs doigts. La scène fut silencieuse. Et pourtant, toute la ville semblait approuvée dans le bruissement des feuilles. Quelques mois plus tard, au salon, alors que les nouveaux apprentis vérifiaient la mousse d'un shampoing, Roberto passa, non pour raviver un passé, mais pour féliciter. Il était sincère, sans calcul. Marcella le remercia poliment et lui montra la salle des enfants où Maria dirigeait un atelier de coloriage. Un voisin murmura « Le vrai luxe, c'est ça ». La remarque fut vraie mais insuffisante. Le luxe réel était fait de heures partagées, d'efforts répétés, des petites décisions qu'on prend pour protéger une enfance. Le temps n'effaça pas tout. Il resta des cicatrices, des mots que l'on ne retire pas, mais la confiance, comme une plante, poussa par couches. D'abord des racines discrètes, puis des feuilles, puis une petite floraison qui n'eut rien d'un mirage. La relation, si elle avait été initiée par une tromperie, se transforma finalement en alliance. Les preuves furent quotidiennes. Des comptes rendus de la gestion du salon, des réunions où Marcella avait le dernier mot, des après-midi où Maria choisissait la musique. Sébastien accepta toutes les petites humiliations d'un homme en apprentissage. Lorsqu'on l'appela pour acheter des fournitures, il accepta qu'on fasse avec lui comme on fait avec un partenaire, pas comme avec un mécène. Il avait appris à décentraliser sa fortune, à l'utiliser pour rendre réel ce qui était fragile. Dans un parc, l'année suivante, lors d'un après-midi sans prétention, il s'agenouilla devant Marcella. Il n'y eut pas de mise en scène fastueuse. Juste un banc, le soleil bas, et Maria qui criait un peu plus loin, pressée d'un jeu. Il sortit la même montre, la regarda une dernière fois comme on regarde un passage déjà traversé, puis demanda, sans fioriture, si elle accepterait de l'épouser. Il posa sa demande de façon humble, consciente du chemin parcouru et de celui qui restait à faire. Marcella observa son visage, la sincérité, les traces d'effort. Elle regarda Maria qui courait vers eux et posa sa main sur la tête de sa fille en faisant signe de se rapprocher. Maria protesta d'abord comme tout enfant « Je veux une fête ». Mais la protestation se mua vite en approbation timide quand Marcella lui demanda vraiment « Tu veux que je me marie avec lui ?» Maria, après un instant de réflexion sérieuse, fit un grand oui en sautillant comme si elle signait l'accord. Ce petit oui fut la plus belle des réponses. Marcella répondit à son tour et dit oui dans un souffle, non parce que tout était parfait, mais parce que la parole et les actes avaient convergé. L'épilogue se dessine dans les détails. Une photo accrochée au mur du salon montre 3 mains serrées au-dessus d'un dessin. 3 mains, main d'adulte, main d'enfant. Et sur la table, un petit pot contenant un tournesol fané à moitié, parce qu'on n'éteint pas les saisons mais on en prend soin. Le salon prospère à sa manière, il n'est pas un empire mais un lieu qui nourrit des vies. Maria grandit, encore curieuse, encore exigeante avec le monde. Elle garde le dessin des 3 figures dans un carnet. Parfois, quand elle sent l'angoisse d'un mauvais rêve, elle prend le carnet et redessine encore, ajoutant des étoiles. Elle sait qu'on l'écoute. Sébastien ne cessa jamais d'être un homme marqué par son erreur. Mais sa vie devint la preuve qu'un mensonge, même dramatique, n'érige pas nécessairement une condamnation éternelle si l'on accepte la peine, si l'on cède de sa fierté et si l'on transforme ses ressources en moyens de liberté pour autrui. La rédemption ici ne fut pas magique, elle fut là où quelqu'un accepta de se mettre au travail, non pas pour être applaudi, mais pour réparer. Elle s'appuya sur des actes concrets, sur la reconnaissance du tort et sur la voix de l'enfant qui eut voix au chapitre. Le dernier plan est simple. Maria, maintenant un peu plus grande,
pose son dessin sur la table du salon. Le dessin a évolué. Les trois figures tiennent des mains qui ne se lâchent pas. Au-dessus, un soleil large. À côté, un pot contenant 2 tournesols, vibrants. Sébastien regarde le dessin, puis lève les yeux vers Marcella, qui sourit d'un sourire sans ornement. Le narrateur pourrait conclure par une phrase morale évidente, mais il choisit, fidèle à ce qu'a appris l'histoire, la retenue. La vérité ne sauve pas à elle seule. Elle exige la constance, et la constance, plus que tout, est le vrai critère de l'amour. Si la richesse peut acheter des conforts, elle ne rachète pas l'enfance. Si elle peut offrir sécurité, elle doit être maniée avec humilité. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit que la richesse définit l'amour.